Bonjour tout le monde. Donc ma présentation va porter sur les effets secondaires endocriniens des thérapies ciblées et immunothérapie. Oui, ça va. Merci. Alors, donc les premières thérapies ciblées ont été autorisées dans les années 2000. Donc, ils sont venus compléter un arsenal thérapeutique existant, représenté principalement par la chimiothérapie conventionnelle cytotoxique. Donc, elles font partie de ce qu'on appelle une médecine de précision, permettant une approche moléculaire du traitement du cancer, reposant sur les molécules principales qui sont les inhibiteurs de la tyrosine kinase, les inhibiteurs de la mTOR et aussi les immunothérapies spécifiques. Donc, les thérapies ciblées anticancéreuses sont des médicaments qui visent à bloquer donc, les mécanismes de croissance ou de propagation des cellules tumorales en s'attaquant spécifiquement à certaines protéines et voies de signalisation intracellulaires ou bien à l'angiogenèse. En ce qui concerne l'immunothérapie, donc elle permet une réactivation du système immunitaire, permettant la destruction de ces cellules. Donc, un petit rappel sur le mécanisme d'action. On va d'abord débuter par les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Donc, comme leur nom l'indique, ils permettent de bloquer les protéines type tyrosine kinase qui sont responsables de la prolifération, de la survie, mais aussi de l'angiogenèse. En ce qui concerne l'immunothérapie, donc cette dernière va viser ce qu'on appelle les points de contrôle immunitaire, représentés principalement par trois molécules qui sont les CTL4, les PD-1 et les PDL1. Donc, en bloquant ces molécules, elle permettra de réactiver le système immunitaire et donc de détruire les cellules tumorales qui lui échappaient. Donc, malgré leur efficacité, donc ces molécules sont à l'origine de divers effets secondaires et de toxicité qui touchent divers organes, dont les atteintes endocriniennes. Donc, on va avoir un risque de dysthyroïdie pour les deux molécules, que ce soit les immunothérapies ou bien les inhibiteurs de la tyrosine kinase, des perturbations métaboliques représentées surtout par le risque de survenue de diabète sous inhibiteurs de la tyrosine kinase. En ce qui concerne les atteintes hypophysaires se manifestant par un tableau d'hypophysite, c'est surtout sous immunothérapie. Les autres atteintes, notamment gonadiques ou surrénaliennes, sont assez rares. Donc on va d'abord débuter par les effets secondaires des inhibiteurs de la tyrosine kinase. Donc, comme on le note au niveau de ce schéma, donc les atteintes thyroïdiennes viennent en tête de liste, donc avec une fréquence de 10 à 80% en fonction des critères diagnostiques, passant à 30 à 40% de cas si on considère les patients en euthyroïdie avant d'initier le traitement. Donc, suivi des perturbations métaboliques avec un risque d'hyperglycémie dans 15 à 40% des cas, suivi d'un risque d'hypoglycémie dans 11 à 24% des cas, mais aussi un risque de dyslipidémie. Donc, en ce qui concerne les autres atteintes sous inhibiteurs de la tyrosine kinase, que ce soit pour les atteintes hypophysaires, surrénaliennes ou gonadiques, elles sont assez rares. Donc, pour les atteintes thyroïdiennes, les facteurs prédictifs de survenue d'une dysthyroïdie sont représentés donc par il y a un risque élevé dans la population féminine, chez les patients âgés aussi, en cas d'existence d'un trouble thyroïdien avant l'initiation du traitement, en cas de durée d'exposition allongée et bien sûr en fonction de la molécule choisie. Donc, comme on le voit au niveau de ce tableau, par exemple, il existe un haut risque, par exemple, sous sunitinib, un risque modéré sous cabozantinib, et bien sûr l'absence de cas rapportés sous certaines molécules telles que le crizotinib. Donc, pour le mécanisme physiopathologique, donc c'est une thyroïdite lésionnelle, vasculaire, c'est-à-dire induite par l'effet anti-angiogénique. Il y aura une destruction des thyréocytes suite à l'effet ischémique induit par les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Il faut savoir qu'il existe aussi un risque de majoration des besoins en lévothyroxine chez les patients déjà présentant un tableau d'hypothyroïdie retrouvé dans 20 à 60% des cas. Et ceci s'explique donc par divers mécanismes. Donc il y a un risque d'interférence soit avec l'absorption de la lévothyroxine ou bien il y a une interférence des inhibiteurs de la tyrosine kinase avec les mécanismes de transport ou de métabolisme de ces hormones thyroïdiennes. Donc, pour le diagnostic, donc les symptômes sont le plus souvent non spécifiques, donc ils reposent principalement sur la biologie. En ce qui concerne le suivi et le traitement de ces patients, donc si on considère un patient en euthyroïdie avant l'initiation des inhibiteurs de la tyrosine kinase, il faudra effectuer un bilan préthérapeutique. Ensuite, au cours du traitement, ce sera des bilans mensuels les 6 premiers mois. Ensuite, ce sera tous les 2 à 3 mois le long de la durée du traitement. Bien sûr, si le patient présente déjà un tableau d'hypothyroïdie, donc le premier trimestre, ce sera des bilans mensuels. Au-delà, ce sera des bilans trimestriels. Donc, l'existence d'une pathologie thyroïdienne ou bien la survenue d'une dysfonction thyroïdienne sous traitement par inhibiteur de la tyrosine kinase n'est en aucun cas une contre-indication à la poursuite du traitement ou bien une indication à son arrêt. Donc, bien sûr, à l'arrêt de ces inhibiteurs de la tyrosine kinase, il y a une possibilité de récupérer la fonction thyroïdienne, mais qui reste imprévisible. Donc, il peut être envisagé un arrêt progressif de la lévothyroxine, bien sûr sous surveillance.
Donc, pour ce qui concerne l'atteinte surrénalienne, donc c'est une atteinte qui est rare mais possible, notamment rapportée surtout avec la molécule type sunitinib, mais aussi avec le vandetinib et le pazopanib. Donc, il existe des altérations histologiques qui ont été rapportées dans le cadre d'études in vivo faites sur des animaux, mais sans traduction clinique. Donc, le mécanisme physiopathologique reste toujours inconnu. Alors, il y a une proposition de doser le taux de cortisol à la moindre suspicion clinique, mais aussi surtout pour les patients soumis à un stress, par exemple une intervention chirurgicale, un traumatisme ou bien une infection. Donc, en ce qui concerne l'atteinte hypophysaire, donc c'est une atteinte aussi qui est très rare. Il y a quelques cas rapportés isolés de dysfonctionnement qui peuvent se manifester soit par un tableau de déficit en GH ou une sécrétion inappropriée d'ADH. Et donc, le mécanisme reste mal élucidé, mais il y a une hypothèse selon laquelle ces effets pourraient être liés à l'interaction locale des inhibiteurs de la tyrosine kinase avec des récepteurs spécifiques. Donc, l'intérêt de surveiller la fonction hypophysaire chez les patients à risque, surtout la population pédiatrique. Donc, en ce qui concerne l'atteinte des gonades, donc, alors il existe plusieurs études qui ont rapporté des effets néfastes de ces inhibiteurs de la tyrosine kinase pouvant se manifester par un tableau d'hypogonadisme, surtout retrouvé en cas de prescription de sunitinib par exemple, le pazopanib, l'axitinib, mais le crizotinib. Cet effet secondaire est surtout lié à une prescription allongée, c'est-à-dire chronique, c'est un effet secondaire chronique. Heureusement pour le crizotinib, cet effet secondaire est réversible suite à l'arrêt de ce dernier. Donc la deuxième perturbation que peuvent induire, donc c'est la perturbation de la fertilité des patients, et cela s'explique par une probable interaction avec la stimulation ovarienne, mais aussi avec la spermatogenèse. Il est aussi préférable d'éviter toute grossesse sous traitement par inhibiteur de la tyrosine kinase, parce qu'en général, elle peut être à l'origine de complications obstétricales pouvant se manifester par un tableau d'avortement spontané ou de malformation congénitale fétale. Donc en ce qui concerne la perturbation du métabolisme osseux et l'atteinte des glandes parathyroïdiennes, donc certains traitements, donc comme cité au niveau de la plaque, peuvent causer des tableaux d'hypoparathyroïdie ou d'hyperparathyroïdie secondaire en réponse à des troubles du métabolisme osseux et minéral. On va passer à l'effet métabolique de ces inhibiteurs de la tyrosine kinase. On va débuter d'abord par la dysglycémie. Donc, les ITK interfèrent avec le métabolisme glucidique, pouvant induire soit un tableau d'hyperglycémie ou au contraire d'hypoglycémie. Il faut savoir que la molécule la plus diabétogène, c'est le nilotinib. Donc, le délai moyen de survenue de ce diabète se fait en général au bout de 10 mois de traitement. Elle est raccourcie sous dasatinib. Heureusement, ces hyperglycémies sont le plus souvent modérées, rarement sévères. Donc, elles sont faciles à juguler. Il faut savoir aussi qu'en ce qui concerne ces hyperglycémies, donc, elles surviennent en fonction des indications pour une même molécule. Donc, comme on le remarque au niveau de ce tableau par exemple, lorsque le sunitinib est prescrit dans le cadre du cancer rénal, ça va induire un tableau d'hyperglycémie, donc un risque de survenue de diabète, contrairement à sa prescription dans le cadre des tumeurs neuroendocrines pancréatiques ou dans le cadre de tumeurs stromales, où il n'y a pas de risque de survenue d'hyperglycémie. Il faut savoir aussi que ces inhibiteurs de la tyrosine kinase peuvent être à l'origine d'une amélioration de l'équilibre diabétique chez les patients diabétiques. Donc, ils ont un effet antidiabétique, que ce soit pour les patients diabétiques de type 1, comme démontré au niveau de ce tableau, ou bien pour les patients diabétiques de type 2, surtout sur les deux molécules qui sont l'hématinib et le sunitinib. Il y a aussi des cas rapportés d'hypoglycémie chez les sujets non diabétiques, surtout aussi sous sunitinib et hématinib. Heureusement, c'est des cas très rares. Donc, pour le diagnostic de ce diabète, donc les critères de diagnostic ne diffèrent pas de ceux de la population générale. En ce qui concerne le traitement, donc le traitement de première intention, c'est bien sûr la metformine, bien sûr, avec des objectifs glycémiques. En ce qui concerne l'HbA1c limité, il faut prendre en considération le contexte. C'est des patients oncologiques. Et bien sûr, la survenue de ce diabète n'est en aucun cas une contre-indication à la poursuite du traitement. Bien sûr, il y aura une indication de suspension temporaire en cas d'hyperglycémie majeure. Pour la surveillance, donc avant l'instauration des inhibiteurs de la tyrosine kinase chez les patients non diabétiques, on devra réaliser des glycémies à jeun. Chez les patients diabétiques, assurer un bon équilibre glycémique. Pendant le traitement par inhibiteur de la tyrosine kinase, pour les patients non diabétiques, le premier mois, ce sera des glycémies à jeun chaque 15 jours, ensuite ce sera mensuel. En ce qui concerne les patients diabétiques, donc une autosurveillance glycémique rapprochée. Bien sûr, à l'arrêt des ITK, surtout pour les patients diabétiques, comme on l'a vu, il y a une possibilité d'amélioration de l'équilibre glycémique, donc il y aura une escalade thérapeutique. Donc l'intérêt d'effectuer une autosurveillance glycémique pour ajuster le traitement. Donc on va passer à la deuxième perturbation métabolique représentée par les dyslipidémies. Donc, ils peuvent induire une perturbation du profil lipidique avec une augmentation du taux de LDL-cholestérol, mais aussi des triglycérides pour l'ensemble des molécules, sauf en ce qui concerne l'hématinib, qui semble paradoxalement améliorer le profil lipidique des patients. Heureusement, en général, ces dyslipidémies sont bien contrôlées par les statines et réversibles à l'arrêt des inhibiteurs de la tyrosine kinase.
Donc, on va passer aux effets secondaires de l'immunothérapie. Donc, je vais débuter par la glande thyroïde qui est l'atteinte la plus fréquente, avec une fréquence pouvant aller jusqu'à 50% des cas, mais heureusement la moins sévère. Bien sûr, elle survient surtout sous traitement par anti-PD-1 et bien sûr, le risque est accru en cas de traitement combiné. En ce qui concerne les anti-CTL4, en général, elle est dose dépendante. Le délai moyen de survenue se fait en général entre le deuxième et le troisième cycle de traitement, c'est-à-dire entre le deuxième et le troisième mois, et peut aller jusqu'à 3 ans après le traitement. Donc les facteurs prédictifs, au risque de me répéter, c'est les mêmes facteurs prédictifs que pour les inhibiteurs de la tyrosine kinase. Pour le mécanisme physiopathologique, donc, il s'agit d'une thyroïdite iatrogène, donc, où il y aura une destruction des thyroïocytes médiée par les lymphocytes cytotoxiques. Donc, pour le diagnostic, il repose toujours sur la biologie. Et il faut savoir que la survenue d'une dysfonction thyroïdienne ou bien sûr l'existence au préalable d'une dysfonction thyroïdienne n'est pas une contre-indication à la poursuite du traitement. Bien sûr, il y aura un intérêt à suspendre de façon temporaire ce traitement en cas de thyrotoxicose sévère. Donc pour le dépistage et la surveillance de cette fonction thyroïdienne, donc avant de débuter le traitement, on doit disposer d'un bilan au préalable. Au cours du traitement, donc, on devra surveiller le bilan thyroïdien de façon mensuelle les 6 premiers mois du traitement. Ensuite, ce sera tous les 2 mois. Au-delà des 12 mois, ce sera en fonction des signes d'appel. Donc, on va passer à l'atteinte hypophysaire qui est la deuxième atteinte par ordre de fréquence, donc avec une incidence globale pouvant aller jusqu'à 17%. Cette dernière survient surtout sous anti-CTL4, bien sûr. En cas de traitement combiné, donc, le délai passe de 2 à 3 mois sous anti-CTL4 à 30 jours. Donc, pour le diagnostic de cette hypophysite, donc, il repose sur un faisceau d'arguments cliniques, donc plutôt sur un faisceau d'arguments, les paramètres cliniques, bien sûr, les paramètres paracliniques, bien sûr, la survenue d'un déficit hypophysaire qui est retrouvé dans plus de 90% des cas, ou bien sûr une imagerie évocatrice. Il faut savoir que, en ce qui concerne les déficits anti-hypophysaires, le déficit thyréotrope vient en premier plan, suivi du déficit gonadotrope, et bien sûr le corticotrope vient en troisième position. Les 2 premiers sont réversibles, heureusement pour le patient. Malheureusement, l'insuffisance corticotrope est irréversible. Donc, en cas de suspicion d'hypophysite, pour les examens biologiques, on devra réaliser un ionogramme sanguin, un bilan hormonal comportant un bilan thyroïdien, un taux de cortisol de base, un bilan gonadique pour les hommes et un bilan gonadique pour la femme en cas de trouble du cycle, bien sûr, un taux de prolactine. Et idéalement, la réalisation d'une imagerie hypophysaire qui permettra d'évoquer le diagnostic. Il faut savoir qu'en cas d'IRM évocatrice d'une hypophysite mais qu'on n'a aucune manifestation sur le plan clinique, on devra effectuer une surveillance rapprochée, surtout du taux de cortisol de façon hebdomadaire le mois suivant cette imagerie pathologique. Donc, en ce qui concerne le traitement de cette hypophysite, bien sûr, assurer la substitution des déficits anti-hypophysaires, sauf pour le déficit somatotrope, car il s'agit de patients dans un contexte oncologique. Les glucocorticoïdes ou la corticothérapie ne sera prescrite dans ce contexte-là qu'en cas de troubles visuels ou bien sûr de céphalée intense. La survenue aussi de cette hypophysite n'est en aucun cas une contre-indication à la poursuite du traitement. Donc, pour la surveillance des patients sous traitement, donc, comme on l'avait dit, un ionogramme, un bilan hormonal comportant un taux de cortisol, un bilan thyroïdien, un bilan gonadique. L'imagerie n'est pas nécessaire pour le suivi. Tous les 2 mois, plutôt de façon mensuelle au cours des 6 premiers mois. Ensuite, ce sera tous les 2 mois, les 6 mois suivants. Et au-delà des 12 mois, ce sera en fonction des signes d'appel. Si le patient a présenté un tableau d'hypophysite, donc la surveillance devra se poursuivre au-delà des 12 mois de façon biannuelle. Et bien sûr, on devra éventuellement associer une imagerie hypophysaire. Donc, en ce qui concerne la troisième atteinte par ordre de fréquence, donc c'est bien sûr un risque de diabète avec une incidence globale pouvant aller jusqu'à 2%. Le délai moyen de survenue de ce dernier, c'est en général au bout de 20 semaines et il survient surtout sous anti-PD-1. Donc, pour les caractéristiques cliniques et biologiques, c'est un début brutal qui va se manifester par un tableau de décompensation acidocytosique, c'est-à-dire un diabète fulminant. Donc, l'hémoglobine glyquée n'est pas un paramètre biologique très représentatif dans ce contexte-là. Bien sûr, il faudra différencier toujours ce diabète d'un diabète de type 2 ou bien d'un diabète induit par les glucocorticoïdes. Le mécanisme physiopathologique, c'est une destruction massive et très rapide des îlots pancréatiques. Donc, pour le traitement, donc, comme il s'agit d'un diabète fulminant, il faudra débuter l'insulinothérapie dans les plus brefs délais avec des objectifs d'hémoglobine glyquée large, en général inférieurs à 8%. Les glucocorticoïdes sont inutiles dans ce contexte-là et malheureusement, l'insulinothérapie est souvent instaurée de façon définitive.
Bien sûr, la survenue de ce diabète n'est en aucun cas une contre-indication à la poursuite du traitement. Néanmoins, on devra suspendre de façon temporaire le temps de juguler l'urgence. Enfin, pour le suivi et le dépistage des patients, donc avant l'instauration de l'immunothérapie, on réalisera des glycémies à jeun et non pas des hémoglobines glyquées. On devra éduquer les patients et les sensibiliser sur les manifestations cliniques évoquant une décompensation acidocytosique afin qu'ils consultent. Bien sûr, au cours de l'immunothérapie, on devra réaliser des glycémies à jeun de façon mensuelle, c'est-à-dire à chaque cure les 6 premiers mois. Ensuite, ce sera tous les 2 mois, les 6 mois suivants. Les patients sous anti-CTL4 seuls, il n'y a pas d'indication à effectuer le dépistage de ce diabète. Et bien sûr, en cas de patients déjà présentant un diabète, l'intérêt d'une bonne autosurveillance glycémique et éventuellement renforcer les traitements. Donc pour les autres atteintes endocriniennes rares sous immunothérapie, on peut retrouver des tableaux d'hypoparathyroïdie irréversible se manifestant par un tableau d'hypocalcémie sévère, heureusement c'est très rare, et aussi un risque d'insuffisance surrénalienne primaire. Donc l'émergence de ces endocrinopathies sous immunothérapie a conduit à l'hypothèse fascinante selon laquelle ces effets secondaires seraient des marqueurs de bonne réponse thérapeutique, mais cela reste controversé. Donc, ces molécules ont révolutionné la prise en charge du cancer. Donc, elles trouvent de larges indications, notamment dans les pathologies oncologiques endocriniennes telles que le cancer thyroïdien, mais elles sont à l'origine de divers effets secondaires, dont les atteintes endocriniennes, qui sont heureusement en général légères ou modérées, simples à juguler. Donc, l'intérêt de savoir les rechercher, comme je le démontre au niveau de ces deux diagrammes, donc comment se fait le dépistage, que ce soit pour l'immunothérapie à droite ou bien sûr pour les inhibiteurs de la tyrosine kinase, et assurer leur prise en charge. Et je vous remercie.